Salut la Bulls Nation, bienvenue sur French Bulls TV. Énormément de choses sur lesquelles on va revenir cette semaine parce qu'il s'est passé beaucoup de choses depuis la dernière vidéo. On va commencer par les matchs, évidemment. Avec cette belle victoire sur le parquet de Charlotte, qui était notre troisième victoire consécutive. C'est une série qu'on n'avait plus faite depuis pratiquement 2 ans, février 2019, donc ça commençait à dater. C'est bien d'avoir enchaîné 3 victoires. Surtout avec une prestation collective aussi aboutie. On a quand même signé 33 passes décisives sur ce match-là, sur 49 paniers inscrits. C'est notre deuxième meilleur total de passes décisives de la saison après un match à 34 passes à Washington fin décembre. Euh, Défensivement, on a fait le taf face à une équipe de Charlotte qui était quand même plutôt intéressante, au complet en plus. Donc euh, on a quand même montré de bonnes choses sur ce match qui était quand même assez équilibré parce que c'était deux équipes qui avaient le même bilan au moment du match. On était à 6-8 de mémoire et voilà, gagner cette équipe-là, on sait jamais, ça peut avoir une influence plus tard dans la saison s'il y a des confrontations directes, qu'on est à la lutte pour les mêmes places, pour le play-in, le play-off, etc. On verra d'ici là. Mais c'était une victoire intéressante pour ça, mais aussi surtout pour ce qu'on a montré sur le parquet. Voilà, collectivement, c'était très propre, beaucoup de shoots ouverts, une belle circulation de balles encore une fois. Euh, une défense là aussi intéressante, même s'il y a encore toujours quelques petits détails à régler, parce qu'il y avait aussi Wendell Carter qui était absent, mais je vais y revenir plus tard. Euh, et puis ensuite, on a enchaîné dès le lendemain, donc on était en back-to-back, on a refait le trajet jusqu'à Chicago pour affronter les Lakers, qui eux étaient déjà sur place parce qu'ils avaient joué à Milwaukee, donc juste à côté la veille. Ça a été beaucoup plus dur forcément, parce que cette fois-ci, déjà par rapport au premier match contre les Lakers, cette fois-ci il y avait Anthony Davis. Nous on n'avait pas Wendell, donc tout de suite les rapports de force c'est vachement équilibré dans l'autre sens. Euh, et puis voilà, on affronte les champions en titre, la meilleure défense de la ligue, et ça s'est ressenti tout de suite parce que voilà, on a eu beaucoup plus de difficultés à mettre notre jeu collectif en place, notre jeu de passe, la circulation de balle était assez vite bloquée par le pressing assez haut que met en place Los Angeles avec Schroeder qui presse full court, avec du blitz quand on a un joueur tête de raquette qui veut jouer les pick and roll. Donc c'était très compliqué de s'en sortir et du coup c'était une défaite un petit peu logique évidemment, mais bon, c'est vrai qu'il y avait peut-être moyen de faire mieux, notamment dans ce qu'on a montré offensivement. Euh, surtout la première mi-temps, parce qu'on a vraiment mal démarré, ça a mieux joué par la suite. On a réduit un petit peu le retard qu'on avait pendant la deuxième mi-temps avec un peu plus d'action collective, mais c'est vrai que sur l'ensemble du match, et si on n'avait pas autant foré notre entame de match, en fait, on aurait peut-être pu s'offrir un peu plus de suspense, mais bon. Euh, et dernier match de cette période, on a affronté Boston lundi soir, toujours au United Center, et là c'était un petit peu la même chose, grosse équipe en face, qui était sur une belle dynamique, qui venait de battre les Cavs de 40 points, pile, ou 40 et quelques, enfin je sais plus exactement, mais voilà, grosse victoire pour eux. Et, euh, et du coup, ils ont pu faire reposer pas mal de joueurs et ils récupéraient en plus Tatum sur ce match-là face à nous. Donc même s'il leur manquait Kemba Walker, quand t'as Brown, quand t'as Tatum, etc., et que t'as un tel collectif, c'est tout de suite sympa à mettre en place. Et pour nous, c'était très compliqué. Euh, Pareil, un petit peu comme contre les Lakers, on n'a jamais vraiment réussi à faire ce qu'on voulait offensivement au premier quart-temps et un petit peu sur l'ensemble de la première mi-temps. Et pareil, ça a été mieux ensuite. Mais globalement, on a quand même souffert face à leur défense. Parce que voilà, c'est pareil avec des joueurs comme Brown, comme Smart qui a été extraordinaire et qui est vraiment un joueur que j'aime beaucoup. C'était vraiment difficile pour nous de mettre quelque chose en place sur ces 3 matchs-là. Kobe il a beaucoup souffert, mais ça aussi c'est quelque chose sur lequel je vais revenir très vite. D'ailleurs, je vais pas m'éterniser sur les matchs plus que ça, parce que voilà, on a fait les récaps, ça a été posté sur Twitter, sur le site, etc. Donc il y aura juste à aller lire tout ça. Mais voilà, je voulais plus me focaliser sur cette vidéo pour faire une sorte de premier bilan, parce qu'on est au quart de la saison régulière, parce que dans une saison à 72 matchs,
18 matchs, ça fait un quart. Et là, on en a disputé 17. On devrait être à 19, mais il y avait eu un match contre Boston il y a 2 semaines qui a été reporté. Et on aurait dû jouer dans la nuit de mercredi à jeudi sur le parquet de Memphis, mais ce match-là a également été reporté parce qu'il y a pas mal de cas contacts du côté des Grizzlies. Donc on retrouvera ces 2 matchs-là dans la programmation de la suite de la saison au mois de mars. Euh, mais donc on est, mine de rien, à un quart de la saison. Et je voulais faire le bilan sur 3 joueurs en particulier parce que bah, c'est les 3 qu'on avait évoqués en tout début de saison quand j'ai écrit les previews, sur les vidéos de l'époque également. C'est Wendell, c'est Kobe et c'est Lauri Markkanen. On va commencer par Wendell parce que bah, il nous a pas mal manqué sur les derniers matchs avec sa nouvelle blessure parce que voilà, il y a 3 choses qui sont garanties dans la vie, la mort, les taxes et Wendell Carter qui se blesse en janvier. C'est quand même sa 3e saison NBA et à chaque fois bah, il se fait une grosse blessure en janvier. Sa première année s'était fait une déchirure au pouce, il avait dû se faire opérer fin de saison. L'année suivante, déjà dans le training camp, il avait eu quelques petits soucis et pendant l'été, il avait subi une autre opération à la ceinture abdominale parce qu'il avait une sorte d'hernie qui le gênait. Janvier l'année dernière, donc dans sa 2e saison, grosse entorse à la cheville, il a manqué 6 semaines, il est revenu fin février et il a joué que 6 matchs et ensuite il y a eu la coupure de la saison avec le Covid, etc. Et cette année, c'est une grosse contusion au quadriceps suite à un choc avec Denzel Valentine. Alors je vais pas m'éterniser sur Denzel parce que j'en ai marre. Ça vaut pas le coup. Lui, il est toujours dans les bons coups, hein. Quand il gêne pas la vigne sur le dernier shoot à OKC, il blesse un coéquipier à l'entraînement. Enfin bref, tout va bien avec Denzel. Mais voilà, Wendell Carter Jr., c'est un gros souci quand même parce que c'est sa 3e saison, il est encore très jeune, mais il les enchaîne quoi. Il les enchaîne, les blessures, c'est assez incroyable. On se rend compte quand même qu'en 2 saisons et demie de carrière pro, euh, il a raté plus de 60 matchs déjà, et c'est énorme. Il a joué 101 matchs en 2 ans et demi, avec une saison à 82 matchs, une à 66, 67, on avait arrêté, et celle-ci qui en est à 17 pour nous. Mais enfin, ça fait beaucoup de loupés, ça fait à peine plus qu'une saison complète sur 2 et demi, donc ça fait quand même. Ça pose souci parce que tu te dis, est-ce qu'il y a un moment donné où ça va s'arrêter ou est-ce que si on lui signe un gros contrat sur les prochaines années, ça va être encore comme ça. Enfin, c'est jamais facile d'anticiper. Tu peux jamais dire, lui, il va se blesser dans 6 mois, dans un an. Mais voilà, ça commence à devenir assez récurrent avec Wendell, donc du coup, il est possible que la réflexion au moment de lui signer un prochain gros contrat se porte sur ça parce que bah, c'est quand même un souci à ne pas négliger, même s'il y a des blessures partout en NBA, hein. Il y a plein de joueurs qui les enchaînent à droite à gauche, donc c'est pas un cas isolé quoi. Donc on n'est pas les seuls, on n'est pas là à se dire ah, putain ça arrive qu'à nous à chaque fois. Donc, non, mais enfin il faut quand même prendre ça en compte. Il y a peut-être une certaine fragilité ou plutôt une sorte de tolérance à la douleur qui est pas la même pour tout le monde quoi. Il y a un joueur qui tombe, il va se relever, il aura rien, et puis il y en a un autre qui va tomber, il va se fouler quelque chose, se tordre quelque chose sur une chute similaire quoi. Donc c'est vrai que c'est toujours compliqué parce que d'un joueur à l'autre c'est extrêmement différent, donc tout le monde n'a pas la même tolérance voilà, à la douleur, aux blessures, etc. Donc bref, là pour l'instant il est annoncé absent pour 4 semaines minimum, enfin en tout cas il sera réévalué dans 4 semaines pour voir où il en est. Donc moi je pense que fin février, début mars, on le retrouvera, hein, le bon Wendell. Euh, c'est quand même dommage cette blessure parce que ben, il commençait à être de mieux en mieux, hein. Il avait débuté assez timidement, avec beaucoup d'hésitation balle en main. Bon, alors on l'avait déjà dit aussi, hein, c'était un nouveau rôle pour lui, d'être un joueur qui a souvent la balle en main et qui doit prendre les décisions balle en main. Parce que bon, bah, toutes les années d'avant, il était là, bah, prends les rebonds si on loupe des shoots, mets-toi sous le cercle, joue des quelques post-up des fois, et puis voilà quoi. Euh, mais c'était plus un gars à qui on filait la balle en fin de possession, s'il restait quelques secondes et qu'il était vers le cercle, allez vas-y. Et puis et là, avec la balle en main en début de possession avec des décisions à prendre, ça a été compliqué au début, beaucoup d'agacement, d'énervement. Tu vois, il attendait pas que les choses se passent, qu'il était très impatient, mais il y avait de la progression au fil des matchs et tu voyais que ça allait de mieux en mieux. Il jouait les end-off, il avait joué quelques post-up, on le retrouvait un peu plus agressif vers le cercle.
Il y avait vraiment une progression au fil des matchs. Et puis défensivement, alors c'est vrai, j'en ai vu beaucoup sur Twitter le défoncer par rapport à sa défense, mais le, le, le souci, entre guillemets, c'est qu'il ne fait qu'appliquer de manière bête et méchante les consignes que lui donne son coach et le coaching staff. Parce que l'an dernier, quand il y avait des pick and roll, il venait défendre beaucoup plus haut. Et c'était la consigne à l'époque, le fameux blitz où tu viens faire prise à deux rapide sur le porteur de balle, tête de raquette, pour gêner sa vision et ses possibilités de passe pour d'autres joueurs. C'est pas ce que demande Donovan. Et donc il doit rester plus près du cercle pour essayer de protéger le cercle. Alors c'est vrai que ça n'a pas toujours été extrêmement concluant là non plus, mais toujours est-il que bah, Markkanen, pas Markkanen, Wendell, c'est un petit peu. Tu sais, c'est un peu comme le gardien au foot, quoi. Quand t'es le dernier, que t'es le gars qui protège le cercle et qui doit empêcher les adversaires de venir au panier et scorer, c'est un peu comme le gardien au foot. Tu t'en prends plein la gueule quand tu prends un but, mais c'est les défenseurs ou les milieux qui sont pas revenus défendre, etc., qui laissent passer tous les attaquants. Bon, bah là, c'est un peu la même chose. Si tes arrières, ils laissent passer tout le monde, genre Kobe, il défend pas une broque. Si à chaque fois il laisse pénétrer son vis-à-vis, au bout d'un moment, Wendell il va pas contrer 25 shoots par match. Donc il y a forcément des moments où il va se faire scorer sur la tête. Et puis ça reste un joueur qui est quand même qui joue pivot en faisant 2 m 8 quoi. Donc il y a un manque de taille assez conséquent. Donc ça fait beaucoup de difficultés à gérer pour lui. Donc à voir si à l'avenir on le décalerait pas poste 4, mais à ce moment-là, peut-être mettre Markkanen en 5 de manière plus fréquente. Enfin bref, ça, on aura le temps d'en reparler à la fin de la saison, de faire des bilans définitifs, parce que là, ça reste un bilan, là, ce que je fais sur Markkanen, sur Wendell, putain, et que je vais faire aussi sur Kobe et sur Markkanen, c'est des bilans sur l'instant, sur ce qu'on a vu sur ce premier quart de saison. Donc on aura le temps d'en refaire plus tard, voir si ça évolue ou pas. Et j'espère que ça évoluera parce que jusqu'ici, il y a quand même encore pas mal de points négatifs enfin quelques doutes qui n'ont pas encore été levés. On a encore quelques petits soucis avec ces joueurs-là. Le deuxième, c'est Laurie. Bon, le problème avec lui, c'est qu'il a loupé la moitié des matchs jusqu'ici avec ce cas contact qu'il avait récupéré à Washington. Donc il est revenu il n'y a pas très longtemps, mais c'est vrai que une fois qu'il a retrouvé son rythme, il a été extrêmement intéressant, tout comme son début de saison avait été extrêmement intéressant. Offensivement, il est de mieux en mieux, il reconnaît les matchs favorables, il arrive à mieux les exploiter. S'il voit qu'il y a un plus petit face à lui, il va le post-up, il va aller au cercle. Il y a eu des matchs comme ça où, en fait, d'un match à l'autre, il était très différent. Je me rappelle par exemple le match à domicile contre Dallas, où il a énormément attaqué le cercle. Il a provoqué beaucoup de lancers parce que bah, déjà Dallas était une équipe décimée ce soir-là. Il leur manquait beaucoup de monde et des intérieurs. Donc il avait un avantage de taille pratiquement tout le temps sur le terrain, sauf quand il y avait Boban ou Porzingis. Donc il a beaucoup attaqué le cercle, beaucoup de cuts, de pick and roll et des lancers francs. Et le match suivant, le lendemain en back-to-back face à Houston, il a pratiquement pris que des tirs à 3 points. Donc est-ce que c'était en fonction de l'adversaire ou est-ce que bah, juste il avait pas trop envie. J'ai l'impression qu'il y a un peu de ça aussi quand même avec Mark Cannon, c'est que c'est un gars qui n'est pas d'une régularité extraordinaire, euh, qui, pas dire qu'il choisit ses matchs parce que c'est pas exactement ça, mais comment le formuler autrement. Disons que parfois bah, il se contente un petit peu du minimum. Il fait, ouais, aujourd'hui, je sais pas, non, je me sens pas d'aller attaquer le cercle, aller au contact, etc. Je vais prendre des 3 points. Et je crois que sur ce match contre Houston, il prend 10 tirs à 3 points sur 11 shoots ou 11 tirs à 3 points sur 12 shoots. Donc ça fait évidemment beaucoup, beaucoup, beaucoup trop. Sachant que bon, il y avait quand même quelques intérieurs qui l'attendaient hein, du côté de Houston, notamment Christian Wood qui sur ce match-là avait été extraordinaire. Bref. Donc, est-ce que c'est une simple adaptation à l'adversaire ou est-ce que c'est plus une flemme parfois? Parce qu'on sait que Mark Cannon, c'est pas le mec qui est le plus fan d'aller au contact, d'encaisser les coups, etc. D'aller un petit peu, tu vois, c'est pas le plus combatif de la bande. Donc voilà, encore une fois, à voir avec lui. J'aimerais bien, moi, je me rappelle avoir dit en début de saison sur les vidéos que je disais que je voulais voir ce joueur-là être beaucoup plus agressif, à se faire plus violence et vraiment y aller parce qu'il a la taille, 2 étés de suite, il avait pris des épaules et des bras de ouf pour être plus costaud, pour pouvoir justement
faire ça, tu vois, aller défoncer les gars à l'intérieur, jouer physique, etc. Et on l'a toujours pas vu faire ça de manière régulière. Parfois, et quand il le fait, il s'en sort en plus. Donc c'est ça qui est encore plus frustrant et que j'ai dit à chaque fois, c'est que il est vraiment capable de le faire. Et donc c'est dommage de ne pas exploiter ça plus, quoi. Donc à voir encore. Mais un autre point qui est très intéressant à noter avec Markkanen, c'est que quand il est aligné en 5 avec les remplaçants, avec genre Porter, Temple, Young à côté de lui, il est extrêmement actif, il a un bon impact en défense aussi, il contre quelques shoots, il prend de bons rebonds. Mais voilà, juste si il était plus combatif, pour moi ce serait, ouais, tu lui signes un contrat direct, mais enfin bref, à voir sur le reste de la saison, il reste encore beaucoup beaucoup de matchs, mais c'est vrai que c'est l'évolution de Markkanen, elle est plus mentale et dans l'état d'esprit, plus que dans vraiment ce qu'il apporte balle en main, donc c'est vrai que c'est un peu compliqué de définir quand et si il va y avoir un vrai déclic à ce niveau-là de sa part, donc ça reste un pari, donc on va voir ça. Et puis le troisième joueur, c'est Kobe White. Alors Kobe White, qui est donc notre meneur gestionnaire principal pour la saison, euh, il en prend plein la gueule sur Twitter. Il y a une propagande qui est faite anti-Kobe White sur Twitter par certains comptes. C'est assez hallucinant. Dès qu'il rate un truc, bah Kobe White, faut le trader, c'est une merde, machin. Calmez-vous. Euh, il y a du mal, il y a beaucoup de mal. Surtout en ce moment, j'ai l'impression que au mieux ça stagne, et vraiment au mieux, et c'est vraiment pas terrible parce qu'il y a beaucoup de séquences où il a du mal à reconnaître ce qui se passe encore sur le parquet, tu vois, comment faire la bonne passe, etc. Sur jeu placé, c'est très compliqué. Sur transition, par contre, il n'y a pas de souci. C'est vraiment un très bon passeur sur transition. Sur jeu placé, suivant la défense qui est face à lui, en fait, si tu le presses, il est tout de suite en difficulté, il perd beaucoup de ballons, il balance des passes n'importe où. Et beaucoup d'équipes l'ont vu, et c'est aussi pour ça qu'il galère de plus en plus, c'est parce que les équipes commencent à s'adapter, hein. On a vu Schroeder les deux fois qu'on a affronté les Lakers. Face à Charlotte aussi, ça a été compliqué. Là contre Boston également, Smart il l'a pas lâché. Donc bref, euh, c'est vrai que c'est compliqué pour lui en ce moment à ce niveau-là. Euh, mais encore une fois, on est sur une saison où on est en observation de ces joueurs-là pour voir si on les garde pour la suite du projet, si on en fait autre chose, si on les change de poste, etc. Et Kobe White, en fait, j'ai l'impression que tout le monde a déjà lâché l'affaire en fait avec lui. En fait, j'ai l'impression que Kobe White, c'est le seul joueur de l'histoire qu'on n'a pas envie qu'il devienne plus complet, qu'il progresse dans d'autres secteurs du jeu. En fait, non, Kobe White, tu veux juste qu'il ait des ballons, qu'il shoot des 3 points dans tous les sens comme il a fait son année rookie. C'est quand même assez incroyable pour moi. Mais enfin bon. Euh, mais oui, par contre, ce qui est sûr, c'est que là, sur ce début de saison, il y a eu quelques passages pas mal, où tu te dis peut-être, mais il y a beaucoup, beaucoup plus de passages où c'est quand même très compliqué, et où tu te dis, ouais, je sais pas si c'est vraiment une bonne chose ou quoi, ou si il peut le devenir dans le futur. Et même s'il ne le devient pas, les Bulls peuvent toujours prendre un meneur expérimenté à la FA et remettre Kobe White en sixième homme comme l'an dernier qui bombarde en sortie de banc derrière Zach LaVine. Pourquoi pas, hein. Je pense pas que son avenir soit réellement bouché à Kobe White. C'est juste qu'il faudra. Voilà, on fait une expérimentation sur une saison. On l'essaye à la main parce que voilà, on n'a pas euh, on n'a pas fait venir de meneurs vétérans. Satoransky il a manqué énormément de matchs. Et puis de toute façon, Donovan a dit qu'il voulait à l'heure actuelle conserver le 5 titulaire jeune avec les joueurs à observer pour le futur et conserver les joueurs plus âgés, plus expérimentés pour le banc et justement des fois ils rentrent et ils rattrapent un petit peu les erreurs et c'est souvent pour ça qu'on a des débuts de match compliqués et quand le banc rentre, hop tout de suite ça devient un peu plus fluide. Donc voilà, c'est tout un ensemble de choses, mais c'est vrai que Kobe White, ouais, la force est de constater qu'après 17 matchs, il y a
plus de négatif que de positif dans ce qu'il est capable de faire en termes de création pour les autres, de gestion. Il y a eu des bons matchs et il y en a eu des beaucoup plus laborieux et c'est vrai que c'est... Voilà, là justement, vu qu'on n'a pas joué contre Memphis, il y a eu 4 jours sans match pour les Bulls, on ne rejoue pas avant la nuit de samedi à dimanche contre Portland. Donc ça a peut-être laissé l'occasion de bosser quelques trucs aux entraînements, essayer de voir un petit peu comment régler ça et comment s'ajuster défensivement avec l'absence de Wendell pendant 4 semaines, parce que Gafford était titulaire pendant les 3 matchs où que Wendell a manqué jusqu'ici, et ça n'a pas été fameux non plus, beaucoup de fautes rapides et des fautes évitables aussi, donc c'est pareil, va falloir voir un petit peu comment ça se déroule à ce niveau-là. Mais pour revenir sur Kobe, oui, pareil, défensivement, par contre, c'est vrai que c'est très 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 compliqué. C'est vraiment vraiment compliqué. Il a du mal à suivre ses gars, à rester devant les mecs. Il est pris sur les screens, il passe derrière, il les contourne, il est en retard. Si un mec le déborde, il n'a pas la puissance, même s'il a la vitesse, il n'a pas la puissance pour rester avec ce gars-là. Donc c'est vrai que c'est difficile, c'est vraiment difficile pour Kobe. J'espère qu'il va s'améliorer au fil des semaines et prouver qu'il est capable de gérer un petit peu mieux une attaque et ça pourra être que bénéfique pour les Bulls s'il arrive à le faire. Ce sera une arme en plus dans son jeu, même si après on décide de ne pas continuer l'expérience et qu'à partir de l'an prochain on le remet sur le poste 2. Parce que même la fin de saison dernière, son année rookie, sur la toute fin de saison, il avait montré quelques bonnes choses comme ça, balle en main, la main. Bon, il était en feu, c'était les matchs où il claquait des 30 points en sortant de banc comme un fou furieux. Donc il y avait ce petit espoir. Là, sur le début de saison, c'est un petit peu plus laborieux, mais j'en suis pas encore à lâcher l'affaire avec lui. Je pense qu'il va bosser tout ça et améliorer ça, parce que bon, c'est quand même un nouveau rôle pour lui. Il a 20 ans, il y a pratiquement pas eu de pré-saison. C'est pas 4 pauvres matchs de pré-saison et 2 semaines de training camp faites à l'arrache qui vont te faire devenir un meneur aguerri. Euh, pour l'instant, oui, je pense qu'on est tous d'accord pour le dire, pour l'instant, Kobe White n'est pas ce meneur organisateur qu'on aimerait qu'il soit, mais ça ne veut pas dire qu'il ne le sera jamais. Il peut encore progresser à ce niveau-là. Je ne vois pas pourquoi il ne le ferait pas, surtout que c'est un bon bosseur, donc et il a forcément d'autres qualités. Il peut évidemment scorer, mais enfin, il y a des meneurs scoreurs dans la ligue, il y en a plein, hein, donc je vois pas en quoi ce serait rédhibitoire, mais bref. Donc voilà, on va arrêter sur Kobe White pour aujourd'hui. On aura l'occasion évidemment, hein, genre à mi-saison ou à la fin, de refaire un bilan un peu plus complet avec tout le monde. Là j'en ai pris que 3 parce que c'était les 3 principaux que j'avais évoqués en début de saison. Et puis je ne veux pas faire une vidéo de 2h30 non plus, hein. Et puis voilà, quoi d'autre? Ah bah oui, dans les dernières infos, ce jeudi, c'était le début des votes pour le All-Star Game. Donc j'ai posté un article. Alors en plus, j'ai vraiment pas fait exprès. Je savais pas que les votes débutaient ce jeudi, mais j'ai fait un article sur Zach LaVine pour revenir un petit peu sur ce débat qui est toujours le même. T'as l'impression que peu importe les stats qu'il fait, Zach LaVine, alors que cette saison, c'est sa meilleure saison au point, au rebond, au pass, au contre, à l'adresse globale, à l'adresse près du cercle. Il cartonne d'absolument partout. Il fait tout magnifiquement bien. Il défend beaucoup mieux. C'est un meilleur leader. Mais les Bulls ne sont pas en bilan positif. Et ça serait le seul truc qui l'empêcherait d'être All-Star. Et c'est toujours un truc qui m'a un petit peu euh, fait tiquer. C'est pourquoi ce serait le bilan victoire-défaite qui te permet de choisir si un joueur va au All-Star Game ou pas, plus que son apport, ses stats, etc., quoi. Enfin bref, moi c'est toujours un truc qui m'a un peu ouais, fasciné, mais enfin c'est comme ça, c'est dans les mœurs. Pourtant il y a eu des mecs, hein, qui gagnaient 30 matchs par saison et qui étaient All-Star, hein, mais bon, apparemment avec Zach LaVine ça marche pas comme ça. Bref, ça a relancé ce débat un petit peu éternel, mais voilà, j'ai posté un article pour revenir sur le début de saison de Zach LaVine. Donc voilà, dites-moi ce que vous en pensez, et puis n'oubliez pas de mettre plein de retweets sur tous les tweets où c'est écrit hashtag NBA All-Star, hashtag Zach LaVine, parce que ça compte dans les votes. Donc si on veut que Zach LaVine soit au All-Star Game, on sait ce qu'on a à faire. Ce sera à nous de faire le boulot, parce qu'apparemment les autres ne le feront pas pour nous. Donc voilà, mais pour moi Zach LaVine mérite largement d'y être. Alors sachant que pour l'instant il n'y a pas de match prévu, mais la NBA discute quand même à en placer un pendant la coupure.
qui se jouerait éventuellement à Atlanta, mais c'est pas encore officiel, ça discute encore, donc à voir avec les protocoles sanitaires, etc. Bref, on verra bien, mais de toute façon, il y a les votes et les joueurs qui seront désignés par les votes auront la sélection All-Star dans leur palmarès, même s'il n'y a pas de match. Donc ce serait quand même sympa pour Zach de l'avoir, parce que franchement, il mérite largement. Donc voilà, dites-moi ce que vous en pensez, hein, si Zach mérite ou non pour vous d'être au All-Star, si non, juste parce que les Bulls sont à 7 victoires, 10 défaites, ou oui, parce que voilà, ses stats sont quand même assez incroyables et il n'y a pas 20 joueurs NBA qui font une meilleure saison que lui cette saison, et certainement pas 12 ou 13 à l'Est. Donc dites-moi aussi ce que vous pensez de Kobe, de Laurie, de Wendell. Je sais qu'il y en a qui sont un petit peu énervés sur Kobe, sur Wendell notamment, avec ses blessures, etc. Je peux le comprendre, il n'y a pas de souci. Dites-moi tout ce que vous en pensez, on en discute, et puis on se retrouve très bientôt pour la prochaine vidéo avec le match contre Portland dans la nuit de samedi à dimanche. Et la semaine prochaine, on retrouve Tibbs pour 2 matchs à New York, et ensuite on va à Orlando pour 2 matchs en Floride. Donc voilà, donc d'ici là, portez-vous bien et on se retrouve très bientôt. Et votez pour Zach Lavine. Go Bulls.